Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bienvenue sur Génération Do It Yourself, je suis Mathieu Stéphanie. Nous recevons aujourd'hui Céline Lazorte, qui est la fondatrice d'une société que vous connaissez tous, qui s'appelle Litchi. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les messages que vous avez pu me faire parvenir après le premier épisode avec Fabrice Pelosi et Simon Davlat comme invités. Beaucoup de messages d'encouragement et de soutien, et aussi un petit débat qui s'est déroulé autour de la durée de ce podcast, qui a duré 1h44, alors qu'en plus il a été coupé par manque d'espace sur la carte mémoire. Je pense pas qu'on sera allé beaucoup plus loin, mais j'assume volontiers un podcast relativement long, sachant que l'idée est vraiment de pouvoir rentrer dans une interview de fond qu'on pourrait pas forcément faire par écrit ou même en vidéo. Un podcast, ça peut s'écouter sur la durée, on peut l'arrêter, le reprendre. En ce qui me concerne, je les écoute dans mon casque de scooter, donc et je peux les arrêter, les reprendre en fonction des trajets que je vais avoir. Ça me permet d'avoir des trajets qui passent plus vite. Je pense qu'on peut faire la même chose en métro, en transport en commun plus généralement, ou en voiture. Donc finalement j'ai envie de continuer comme ça. Maintenant n'hésitez pas à me donner vos retours et potentiellement à poser aussi les questions que vous pourriez avoir pour mes invités passés et à venir. On pourrait aussi envisager de nouveaux formats. Donc nous recevons aujourd'hui Céline Lazorte, que vous connaissez donc pour sa société Litchi, et également pour certains d'entre vous pour Mangopé, qu'elle a créé plus récemment. Elle va nous raconter un peu son histoire. J'ai eu la chance de la connaître il y a un peu plus de 10 ans, juste avant la création de Litchi, et d'apprécier son parcours. J'espère que vous apprécierez autant l'interview que j'ai pu l'apprécier quand on l'a faite ensemble. Génération Do It Yourself, Céline Lazorte, épisode 2. Bonjour, je suis donc chez Litchi avec Céline. Céline, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Bonjour, donc je m'appelle Céline Lazorte. Je suis la fondatrice de Litchi et Mangopé. Voilà, donc en quelques mots, je suis entrepreneur, business angel et aussi une femme qui a envie que les autres femmes créent des entreprises et s'épanouissent dans ce métier. Très bien, donc on a le bon invité pour ce podcast. J'ai créé ce podcast avec pour ambition d'analyser les échecs et les succès de mes invités. Mm-hmm. Et quand je rencontre Céline Lazorte, j'ai l'impression que je vais analyser que les succès et les succès de mon invité. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Écoute, mon point de vue, c'est que je te rassure, il y a des fours. Hein. C'est effectivement, il n'y a pas de chemin d'un entrepreneur sans échec. À mon avis, il y a même 99 échecs et une réussite par jour. Et puis chaque jour, on s'accroche à la réussite. Et enfin, si tel est le terme pour la définir. Et on oublie le reste, sans pour autant complètement oublier, parce que c'est aussi important d'apprendre de ses erreurs et de pas les reproduire. Mais je crois qu'il faut c'est un peu ça le chemin d'un entrepreneur. Donc des conneries, j'en ai fait plein, j'en fais plein. J'essaye une chose, c'est de me dire, j'emmagasine de l'expérience, et puis à chaque erreur ou chaque échec, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé et de me dire, voilà, c'est une leçon, et je m'accroche à ce qui fonctionne. En effet, je pense que je partage assez ce point de vue. C'est vrai qu'il faut éviter de reproduire trop ces bêtises, parce que là, ça devient... c'est dommage. Oui, on atteint les limites. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, alors est-ce que déjà ce mythe de la création de Litchi, en l'occurrence, qui est ta première structure, est-il vrai? Est-ce que ça vient bien d'un week-end d'intégration? Tu devais être au BDE, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Ouais, il est 100% vrai. Donc, pour te refaire un peu l'historique, moi j'ai un parcours étudiant un peu
chaotique entre guillemets parce que en fait je suis très jeune que je voulais bosser dans le web à une époque où il n'y avait pas encore de formation dédiée au métier du web, donc j'ai fait une maths sup maths spé, puis en fait je me suis rendu compte que rentrer en cycle ingénieur c'était pas mon truc, c'était pas ce que je voulais faire, et donc j'ai fait une passerelle à la fac. J'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique. J'ai pas vu de l'EPITA Epitech quelque part. Si, c'est ça. La prépa, je l'ai fait à EPITA. D'accord. Puisqu'ils ont un cycle avec classe préparatoire puis cycle ingénieur. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs la prépa. J'avais beaucoup aimé la réflexion. J'aimais beaucoup les maths quand j'étais étudiante, l'algorithmie. Donc tout ça me plaisait beaucoup. Mais pour autant, le développement web me plaisait, le développement tout court, logiciel aussi, mais je ne voulais pas faire que ça. Et donc je suis réussi à faire une passerelle à la fac. J'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique, donc quand même assez technique, mais relativement moins que EPITA. Et puis comme j'étais à la fac et que j'avais été habituée au rythme de la prépa, j'ai beaucoup travaillé en parallèle de mes études. Je pense que d'ailleurs c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et j'ai fait plein de petits boulots, que ça soit du développement web, du graphisme, de la communication, de la gestion de projet. J'ai bossé 1 an pour une... Pardon, juste avant qu'on revienne là-dessus, mais quand tu fais tout ça, c'est quand même très large. Je veux dire, du design, moi j'avoue que j'aime bien toucher un peu à tout, mais déjà je suis... La dernière ligne de code que j'ai pondue doit dater de 2001 et honnêtement j'en ai jamais été trop fier. Et je veux dire en design, voilà, si tu me sors un peu de la photo, où là j'arrive à faire quelques petites choses, mais je veux dire c'est quand même très large comme spectre. Est-ce que t'avais déjà cette envie de construire quelque chose? Tu savais que tu t'orientais vers tout ça, ou c'était plus de la curiosité? Non, c'était plutôt dans un mode petit boulot. Tu vois, j'avais commencé quand je pense à l'âge de 14 ans à travailler en tant que vendeuse. J'ai fait du babysitting, j'ai été serveuse, et donc c'était plutôt dans cette logique-là de me dire je trouve un petit boulot et puis ça me permet d'en vivre, ou en tout cas en grande partie, et de tester des choses différentes. Et puis moi j'avais du culot, donc j'hésitais pas à, tu vois, voilà, vendre mes services. Le seul truc que j'ai pas fait, et pour le coup j'y avais beaucoup réfléchi, c'était de monter une petite agence web que je voulais faire. Et puis en fait je me démerdais bien à, tu vois, avoir une convention de stage. Je pense que j'avais 4 conventions de stage en même temps, en permanence. L'école, enfin la fac était assez souple. La nana qui s'occupait de ça était top, et du coup elle était plutôt aidante. Voilà, j'ai fait des CDD, j'ai fait plein de trucs, et puis je me suis assez vite orientée vers plutôt quelque chose lié à la gestion de projet, et je faisais participer mes camarades de promo. Donc il y en a un qui faisait le graphisme parce qu'il était bien meilleur que moi, un autre qui faisait le dev parce qu'il était bien meilleur que moi, et moi je mettais un peu tout en musique, je faisais la relation client, etc. Donc j'étais déjà dans cette logique de construire un projet et d'être plutôt le chef d'orchestre que le premier violon. D'accord. Et du coup, pour ton point de vue par rapport à la fac, justement, puisque t'es passé après en école de commerce, je crois, c'est un endroit où c'est un peu l'école de la démerde, où vraiment, tu crois que tu peux t'épanouir dans la fac en suivant le process de fac exactement, où il faut faire plein de choses autour pour vraiment éclore? C'est dur à dire parce que j'ai pas assez de recul. Moi, j'ai fait quelque chose qui était déjà assez professionnalisant, donc c'était aussi une chance. Je pense qu'il y a quand même un peu l'école de la démerde, parce que c'est sûr que voilà, t'es 300 sur la ligne de démarrage. Je sais pas aujourd'hui combien de mes camarades de promo sont où, à quel endroit, si d'ailleurs telle est la question un jour, mais ce qui est génial dans nos métiers, c'est que si tu veux, tu peux assez vite avoir une partie professionnelle tout en étant étudiant. Moi, il y a quelques collaborateurs qu'on a pris en alternance ici. Je pense que moi je trouve ça très très bien, c'est très formateur. Tout à fait. Ça leur permet de prendre un peu de recul quand ils sont sur les bancs de l'école, et puis en même temps de mettre en exercice ce qu'ils ont appris. Voilà, donc d'une certaine façon, c'était un peu ça que je m'étais fait, tu vois, avec des petits boulots à droite à gauche, et avec un plaisir assez certain de travailler, parce que moi j'aimais beaucoup l'univers de l'entreprise, l'univers professionnel, et moins l'univers de l'école où j'avais du mal à, tu vois, passer des heures assise derrière un banc à écouter. C'était pas trop mon truc. Donc voilà. Et puis ensuite, donc j'ai travaillé en parallèle de mes études pendant 2 ans. La première année pour une agence qui s'appelle Rap Digital, qui fait partie du groupe Rap Collins, donc DDB. Super expérience. Et en fait, un des clients pour lesquels je bossais, c'était ING Direct.
D'accord. Et donc c'est assez marrant parce que je pense qu'avec du recul, c'est ma première rencontre avec la banque en ligne. Donc ça date, parce que c'était en 2004. Donc il y a 14 ans, la vache. Donc j'étais très jeune, et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais c'était super parce que tu vois, j'ai vraiment eu une première expérience professionnelle de comprendre comment une banque pouvait acquérir un client en ligne, comment elle pouvait le fidéliser, comment elle pouvait faire de l'upsell, comment elle pouvait faire des cross-sell sur des produits. Et ING avait une stratégie ultra digitale, ce qui à l'époque était franchement assez rare. ING était hyper digitalisé. Franchement, c'était vraiment impressionnant. C'était très belle campagne. Il y avait deux, trois banques un peu plus à fond sur la com, mais en effet, ING, qui est hollandais, je crois. Ouais, exactement. C'est hollandais, ouais. Très pragmatique. Et très, très belle campagne. Et donc, j'adorais ça. Et je pense que ça m'a ouvert l'esprit à se dire que on peut être une banque et avoir une façon différente d'engager la relation client et une façon différente de servir un produit bancaire. Et puis j'ai également travaillé pendant 1 an pour une start-up qui s'appelle Aika, qui était dirigée par Gilles Babinet, tout à fait. Et co-créé avec il avait un associé au début. Ouais, Franck Perrier. Ouais. Franck Perrier, exactement. Ouais. Et donc j'ai bossé pour Franck et Gilles pendant 1 an et demi. Avant le lancement d'Aika, j'étais arrivée vraiment au tout début. Et pour moi, c'était génial parce que j'adore l'univers de la photo. Donc c'était très orienté photo et vidéo, et sur un poste plutôt marketing au début. Puis j'ai fait du produit, et puis en fait je m'entendais hyper bien avec Gilles, donc j'ai fait du commercial, du partenariat avec lui. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et en fait là, Gilles m'a un peu transmis la flamme de l'entrepreneur. C'était très proche de Citizen Side dans le concept. Tout à fait, en effet, Aika. À un moment, on les regardait vraiment. En plus, ils ont un peu pivoté. Je crois qu'au tout début, ils étaient un peu sur de la news aussi. Ouais. Et ils se sont rendus compte suffisamment tôt que la news n'était pas forcément un endroit très prometteur. Et ça existe toujours, Aika? Ouais, je crois que ça existe toujours. Ouais. Et c'est très orienté, il me semble, appel à création pour les marques. Ouais. Et sur du contenu, du coup, plutôt de ce genre-là, là où effectivement, au début, ils étaient pas mal sur du contenu chaud. Ouais. Et même du contenu très high level, puisque on travaillait avec des vidéastes, tu vois, très talentueux. Voilà, je me souviens de ma rencontre avec Mathieu Sora, qui est un des cofondateurs de la Blogothèque, où on a bossé beaucoup ensemble avec Mathieu. C'était génial. Enfin, moi, j'ai un souvenir de cette expérience absolument extraordinaire. Et voilà. Et puis j'avais développé pour eux beaucoup les campagnes SIM. Je gérais tous les budgets AdWords. D'accord. Et en fait, j'ai eu l'opportunité. En 2006, 2007. Ouais, 2007. Ouais. Donc le budget AdWords 2006-2007, c'est bien. C'était le début. C'était quand même. Ouais, carrément. C'était moins compliqué qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était compliqué aujourd'hui, déjà. Je serais incapable de faire ça. Mais voilà, 10 ans plus tard, mais je faisais ça. Je pense que je le faisais plutôt bien. Donc j'étais encore étudiante à la fac, et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer le 3e cycle à HEC, donc le master spécialisé qui s'appelle maintenant je pense e-business. Enfin, à l'époque c'était management et nouvelles technologies, qui était en partenariat avec Télécom Paris. Et en fait c'est top parce que tu vois, Gilles m'a dit écoute Céline, vas-y, si tu sais pas encore ce que tu vas faire, prends ce temps d'études supplémentaires, et puis de toute façon je te reprendrai dans n'importe laquelle de mes boîtes si jamais tu arrives pas à trouver un projet à lancer. Et je crois que Gilles était vraiment plus persuadé avant moi que je serais entrepreneur, là où j'avais pas du tout je formalisais pas du tout le fait de je veux monter une boîte. Je formalisais le fait de pouvoir toucher à tout, d'être libre, de créer quelque chose, mais pas nécessairement l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc il a été un peu ce coup de baguette magique au-dessus du berceau, en me disant de toute façon vas-y, deviens et grandis, et puis si ça marche pas, je te reprendrai dans une de mes boîtes. Ce qui avait été franchement un truc extraordinaire, et je lui en suis très reconnaissante encore aujourd'hui, parce que je pense que ça m'a donné le coup d'accélérateur au démarrage, en tout cas dans ma réflexion. Et puis en fait, je suis rentrée à HEC. On était donc un tiers de Télécom Paris, un tiers d'HEC et un tiers de ce qu'ils appelaient autres. Donc moi j'étais dans la catégorie autres. D'accord. Et puis je me suis dit voilà, dernière année d'école, moi j'ai un tempérament assez social, tu vois, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien créer des liens, et je me suis dit logique, je vais organiser un petit week-end pour que tout le monde apprenne à se connaître. Et c'est comme ça que l'idée de Litchi est née, donc en novembre 2007, donc d'où j'ai eu sa date.
Et je me suis dit, exactement, bientôt 10 ans, l'idée, pas la création. Je me suis dit, en collectant l'argent pour organiser ce week-end, quelle galère, entre machin qui a pas d'argent liquide, truc qui me file un chèque, l'autre qui sait pas s'il va venir une nuit, 2 nuits, celui qui oublie, voire essaie un peu de te carotter, et donc j'ai avancé 400 € avec mes petits sous d'étudiante, et je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter, gérer de l'argent à plusieurs, en ligne. Il y en avait pas en France, il y en avait pas en Europe. Je me suis dit, tiens, ça peut être un projet intéressant. Et donc, l'idée est née comme ça. Et donc là, le mythe est vrai, pour répondre à ta question. D'accord. N'en est pas un. Donc, et du coup, la création, là, tu viens de commencer HEC, en fait. Ouais. T'as cette idée, tu te dis, c'est la bonne. Genre, tu te dis pas que le succès qu'il y aura derrière, nécessairement, mais tu te dis, c'est ce que je veux faire, Je pense que ça m'a pris tout le long du cursus d'HEC, c'est-à-dire que en fait, il faut voir que je travaille pour ICA en même temps. Ouais. J'étais en cours de 8h à 20h parce qu'on avait des cours hyper intenses et j'avais cette idée de litchi qui me trottait dans la tête. Et il m'a fallu un temps. Il m'a fallu jusqu'à la fin de l'année et je me souviens très bien, tu vois, le moment du mois de mai, juin qui arrive, les entreprises qui venaient pitcher un peu et nous rencontrer pour expliquer les postes qu'elles avaient à disposition. Crise des subprimes, donc mauvais timing pour être diplômé, surdiplômé et cher sur le marché de l'emploi parce qu'il y avait assez peu de postes. Je rencontre Sabine Fias de Chausson Finance. D'accord. Je tombe absolument en admiration pour Sabine et je découvre son métier que je trouve absolument génial, qui est d'accompagner des entrepreneurs dans leurs projets de levée de fonds, de création de structures, d'acquisition, et je trouve ça absolument passionnant. Et j'ai une super rencontre avec Sabine. Elle m'embauche et puis j'y suis jamais allée. D'accord. Et j'y suis jamais allée parce qu'en fait, et c'est marrant parce que à l'époque, un de ses associés qui s'appelle Thibaut m'avait dit, c'est drôle, mais vous avez plutôt le profil d'un entrepreneur qu'on finance plutôt que le profil d'un analyste qu'on embauche, mais si ça vous tente, venez. Et puis le temps que tu vois, je finisse les quelques jours ou semaines de cours qui restaient et que je me dise, non, en fait, j'ai envie de monter ce projet de litchi. Je ne suis jamais allée chez Chausson alors que j'avais été embauchée là-bas. C'est marrant parce que je l'avais complètement oublié. Et voilà. Et en fait, l'idée, elle était que j'avais envie de monter ce projet-là. J'avais l'idée me réveiller la nuit. J'en parlais à tout le monde. À chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, il me disait, ah, mais oui, mais moi, pour la cagnotte que je fais avec mes voisins pour la fête du voisinage, c'est la galère. Quand mon association sportive, on veut entretenir le terrain et qu'on doit tous financer un peu, c'est l'enfer. Hein, j'avance et puis je retrouve jamais mes sous, etc., etc. Et en fait, chacun me racontait un peu un usage différent de litchi. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très intéressant et hyper important. C'est j'en parlais à tout le monde. Ouais. Moi, alors nous, on gère une agence maintenant et différents projets, différentes startups. Mais en tant que directeur d'agence, j'ai beaucoup de clients qui arrivent qui me font soit me disent pas carrément le projet qu'ils ont, soit me font signer des non-disclosure agreements, donc des contrats de confidentialité hyper engageants, donc souvent je veux même pas les signer parce qu'en fait je suis potentiellement amené à consulter ou avoir d'autres gens ou pas concurrent forcément direct, mais enfin c'est pas forcément évident. Et je voudrais juste bien rebondir là-dessus parce que tu t'es lancé là-dessus, t'as un projet qui a réussi. Et t'en as parlé à tout le monde avant même de le lancer. Et je crois vraiment que... La terre entière. Les chauffeurs de taxi, les gens que je rencontrais dans un bar, tout le monde. Oui, je suis assez... je promeus ce genre de comportement. Je dois avouer que c'est intéressant parce que je pense qu'on en tire beaucoup plus que ce qu'on risque. Mais il n'y a aucun risque. Ouais. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois à des entrepreneurs qui m'ont posé cette question de mais t'es sûr, on peut en parler, machin et tout. En fait, il y a aucun risque. Et s'il y a quelqu'un qui te pique l'idée et l'exécute avant toi et mieux, c'est que t'es naze. Donc, voilà. Non mais enfin tu vois. Exactement. Et que t'as mis trop de temps et tant pis pour toi. Mais ça t'enrichit tellement d'en parler avec ton entourage et moi je le fais toujours autant et tu vois l'idée de litchi elle est vieille comme le monde. J'ai rien inventé. J'ai seulement digitalisé l'enveloppe en papier quoi. C'est pas franchement en termes d'idées ça vaut rien. Il y a plein de manières de le voir. T'as aussi quelque part sans le vouloir créé une banque. La banque au milieu des subprimes c'est quand même assez drôle aussi. J'avais pas
réalisé cet aspect, mais et ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que donc on y reviendra, mais t'es devenu un plus tard organisme bancaire, enfin t'as eu un certificat et Une ça, licence d'établissement bancaire, tout à fait. licence d'établissement bancaire, et ça c'est quelque chose dont tu te rendais pas compte quand tu Pas créais du tout. des litchis en fait. Pas du tout. Et d'ailleurs, en fait, pour la petite anecdote, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai démarré, c'est de vouloir ouvrir un compte bancaire Ouais. pour l'entreprise, pour la création de l'entreprise, et demander un contrat VAD. Ce qui est obligatoire avant de poser les statuts, je le rappelle. Exactement. Et en fait, impossible. Chaque fois que je pitchais mon projet à un banquier, il me disait mais en fait, ce que tu veux faire, c'est monter une banque. Et je disais je sais pas, moi je veux monter un service de cagnotte en ligne. Si tu veux, ça s'appelle une banque, je m'en fous du nom. Et à chaque fois, j'avais la même réponse qui était peut-être ça serait mieux que tu fasses un stage d'abord avec nous, Céline. Et vraiment, et j'ai mis 6 mois à trouver un banquier qui était prêt à m'ouvrir un Alors compte en banque. citons-le, parce qu'il faut citer les bons banquiers. Non, on peut pas. Si on peut, parce que c'est Crédit Mutuel Arkea. Ah, ben voilà. C'était Ronan Lemoal déjà alors. C'était pas du tout Ronan, c'était D'accord. un de ses collaborateurs qui s'appelle Serge Apriou, parce que je connaissais pas du tout Ronan à cette époque-là. Serge, encore merci. Tu sais combien je suis reconnaissante. Non mais c'est vrai. On remercie jamais assez les banquiers parce que souvent on les déteste pour plein de choses. Il a pris un super risque. Et c'est bien. Et c'est là que en fait je trouve l'histoire géniale dans notre histoire, c'est que 6 ans plus tard il nous rachète. Et que on a cette banque de petite taille, parce que c'est une petite banque qui promeut l'entrepreneuriat, et en fait on peut se dire mais ça c'est juste les patrons, c'est un effet de mode, mais quand le conseiller ou le collaborateur normal, on va dire, de l'entreprise lui-même, il est prêt à prendre des risques et du coup permettre à des histoires comme Litchi de se créer, là tu peux te dire que leur pari ils l'ont réussi. Et moi je dois et je crois que je vais les citer aussi, mais je dois dire qu'à peu près la même année, c'était en 2007 ou 2008? Non, c'était de fin 2008, ouais. Voilà, mais moi en 2006, en fait, l'idée de Citizen Sight est venue en 2005. 2006, on crée la structure. Allez, je veux pas être méchant dans ce podcast, mais une banque qui vient entre l'Angleterre et l'Asie a carrément refusé de nous ouvrir un compte en le disant très clairement, nous on n'ouvre pas de compte pour des entrepreneurs. On récupère les comptes au bout de 4 ou 5 ans. Et je leur dis, mais comment on fait? Vous allez dans une autre banque. Mais les gens te disent ça, le conseiller. Et c'était vraiment, à l'époque, quelque chose de très courant. Ce qui n'est plus le cas dans cette banque depuis longtemps. Donc, les gens changent et c'est très bien. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le banquier est un élément ultra important dans la vie de l'entrepreneur et que aujourd'hui certains le font très bien, d'autres le font moins bien. C'est une question de politique générale d'établissement, mais aussi évidemment de personnes qui croient ou non en toi et en ton projet. D'accord. Donc tu prends la décision de créer Litchi. Et entre le moment où tu te dis que tu vas pas chez Chausson et le moment où le site sort, il se passe combien de temps? Il se passe c'est long, il se passe 18 mois. 18 mois. Ouais. 18 mois pour sortir le site. Ouais. Parce que en fait je suis diplômée fin juin 2008. Je fais un premier prototype pendant l'été, mais qui est vraiment une merde finie. Et la boîte est pas créée. Tu vois, et je sais que j'ai un peu cette angoisse de créer la structure juridique parce que je me dis que c'est assez engageant. Et en fait, tu vois, je fais ce proto. Je me débrouille un peu en mettant un peu des ronds dans des carrés. J'ai une aide de la BPI qui à l'époque l'OSEO, une avance remboursable. Non, pas du tout. Une subvention qui s'appelle une aide à la faisabilité, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était une très bonne idée. C'était on t'aidait à étudier la faisabilité de ton projet. Donc du coup, exactement, financer ton POC. Donc moi, je le fais comme ça. Septembre 2008, je sors le truc. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie à tous mes camarades de promo. Et puis je me dis je vais étudier un peu ce qu'ils comprennent de ce que j'avais en tête moi dans Litchi, parce que tu vois tu peux pas sur un projet comme ça qui était très innovant en termes d'expérience client, parce qu'il y avait rien qui existait, dire aux gens ok, comment vous l'attendez? Par contre, quand tu les confrontes à une interface, ils sont capables de dire non, en fait ça j'attendais pas du tout cela, là je pensais qu'il y avoir ça, ça je comprends bien comment ça marche. Et donc je me dis je vais faire cette démarche là et je me donne jusqu'à la fin de l'année pour décider si je vais lancer le projet ou pas.
Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est ma mère dans cette histoire. J'ai déjà entendu parler de ta mère dans cette histoire, lors d'une présentation il y a quelques mois. Exactement. Et quand en fait je refuse de partir, d'aller bosser chez Chausson et que tu vois ce que j'avais un peu dit à mes parents, moi j'avais fait un prêt étudiant pour financer mon année à HEC. Je leur dis voilà, j'ai envie de monter ce projet-là, je leur explique, etc. Et ils me disent ok. On est partant, on est prêt à te supporter financièrement, mais on te laisse 12 mois. Et donc en juin 2009, donc l'année d'après, tu te démerdes pour avoir un salaire. C'est tout ce qu'on t'offrira et en même temps pendant ces 12 mois-là, on te fera pas chier et tu fais ce que tu veux. Et c'était génial parce que c'est vrai que j'étais jeune et que c'est aussi donner beaucoup de confiance en fait à tes enfants. Les parents responsabilisants, moi j'ai eu cette chance aussi, c'est quelque chose de fantastique en fait, ouais. Et aussi de dire vas-y, tu peux le faire, on y croit, ils trouvaient l'idée super, ils étaient contents pour moi et pas du tout dans l'inquiétude de me dire oh là là, mais tu trouves pas de travail, tu vas pas être sur le marché de l'emploi et après comment tu vas faire pour trouver un emploi, etc. Ils te gâtent pas, ils te donnent une opportunité. Ils avaient envie de après j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont éduquée de façon très libre, mais ils étaient pas du tout dans une logique de me dire ah non, surtout pas. Et ils ont assez peu peur de l'inconnu, donc ils m'ont dit très bien, t'as 12 mois. Donc en fait ces 12 mois ils comptaient beaucoup et en fait c'était génial parce que c'est exactement le cycle sur lequel tu dois être pour lancer un projet en fait. Et donc voilà, donc je me dis je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour tester ce POC que j'ai fait en sachant qu'il n'y avait pas le paiement, hein. Donc c'était vraiment juste l'expérience de je crée ma cagnotte, j'invite mes amis à participer et les gens font une promesse de don. Et c'est comme ça que je rencontre en fait Oleg qui est mon premier business angel. Oleg qui revient presque à chacun de ces épisodes de podcast. Ouais. Oleg Tchekhov, donc le fondateur de Photolia notamment avec Thibaut Elzière et maintes autres activités. Exactement. Et en fait je rencontre Oleg et Oleg complètement par hasard. Par un copain de promo, Olivier. Et puis Oleg est hyper chaud sur le projet et il me dit combien tu cherches, c'est quoi la valo, je suis partant. Et là je lui dis c'est bien mais en fait j'ai pas de boîte créée, je cherche pas d'argent, non merci. Et rien de tel pour séduire un investisseur. Et puis il me dit non, c'est quoi la valo, combien tu cherches? Et je dis mais il m'agresse à me dire combien tu cherches. Je dis mais moi j'ai eu les 20 000 euros de la BPI, j'ai pas besoin d'argent, merci. Et du coup je pense que ça le faisait beaucoup rigoler. Et puis finalement je finis par me dire pour le coup son expérience elle peut être beaucoup m'aider. Et je dis écoute, laisse-moi finir mon test là jusqu'à la fin de l'année. Si ça marche bien, je reviens vers toi, je crée la boîte et on fait une petite levée de fonds ensemble. Et en fait, c'est comme ça que les choses se sont faites parce que moi, c'était important pour moi que je sois convaincue qu'il y avait un besoin et que je pouvais le créer parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait d'une certaine manière. On a créé un besoin qui était intangible, mais qui était latent, mais qui n'était pas encore exprimé. Ce qui est toujours compliqué à voir pour beaucoup en regardant derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu dis Litchi déjà est un nom quand même très commun quasiment, c'est intéressant. Un tiers des Français connaissent Litchi. Ouais, donc ça c'est fou. Étude YouGov qu'on a fait en décembre, c'est marrant. Ça c'est vraiment dingue. Mais en plus le concept, je veux dire, il va de soi. Et c'est compliqué de se remettre dans un moment où tu te dis je prends donc des expériences personnelles, mais moi j'ai eu des fonds d'investissement qui m'ont dit au tout début de Citizenside l'appareil photo sur le téléphone n'a aucun avenir. En 2006 ou 2007, parmi les plus gros fonds français, on m'a dit ça, les yeux dans les yeux. Donc, je veux dire, quand toi tu vois ça, là on se dit non mais elle met 6 mois à valider ce truc, c'est évident pourtant. Et ça ne l'est pas quand on le voit. Donc c'est vraiment intéressant de voir je parlais de POC, donc je reprécise, c'est ce qu'on appelle un proof of concept. Donc c'est vraiment l'idée de se dire je teste mon produit, je le crée dans une version 0 et je le teste auprès d'utilisateurs un peu bêta. Pas dans le sens bêta idiot, mais dans le sens ta mère, mais dans le sens bêta version 0. Et quand je valide ça, je me lance. Exactement. Et en fait, avec du recul, c'était la bonne démarche. Probablement que ça a été un peu long parce qu'aujourd'hui, si je recrée une boîte, j'irais beaucoup plus vite parce que j'avais aussi ma courbe d'apprentissage d'entrepreneuriat. Et encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas d'accélérateur, il n'y avait aucun réseau de networking.
il faut voir que c'était le début de Facebook en France, donc on était quand même, c'est la sortie de l'iPhone. Ouais. Donc on est sur une autre galaxie. La seule chose qui existe d'ailleurs à l'époque, c'est les Open Coffee. Et c'est tout. Il y a pas rien d'autre, aucune. Mardi ou jeudi matin. Ouais, c'était le mardi matin, je crois. Ouais, de mémoire, c'était le mardi matin. Le deuxième. Ouais. Et d'ailleurs, j'y participais tout le temps parce que pour moi, c'était tu vois, j'étais seule, aucun réseau, avec mon ordi d'étudiante en coloc et mon russe Oleg qui m'avait dit qu'il était partant et que voilà, il attendait que moi je me fasse à l'idée aussi de démarrer ce projet. Puis voilà, puis mars 2009, j'ai créé la structure juridique. Donc toute seule. Tu l'as créée, t'as 100% de la boîte et tu fais rentrer Oleg après. Exactement, je fais rentrer Oleg après et notre deal, il est un peu comme celui avec ma mère un an plus tôt. Il me dit écoute, je te finance de quoi lancer le service. Et on se reparle une fois que le service est lancé. Je dis ok, très bien. T'avais quand même un montant. Hein? Il y avait quand même un montant. Oui, il y avait bien sûr quand même un montant. Mais d'ailleurs c'est pas un secret, hein, c'était 100 000 euros. Mais c'était le but était juste de financer pour le coup là la version bêta et un service qui allait être en ligne avec pas de la promesse cette fois-ci. Oui, exactement, avec un vrai système de paiement, avec aussi tout ce qui nous obligeait en termes de garantie bancaire, puisqu'on avait évidemment, j'étais toute seule, aucune licence ni même connaissance de ce qui était en fait ce qu'on fait avec Litchi, c'est le plus vieux métier de la banque. On fait de l'encaissement pour le compte d'un tiers. Pour son compte, on encaisse ses sous et puis on les lui reverse quand il en a besoin. Donc c'est la définition même du métier de la banque, enfin le premier métier de la banque en tout cas. Voilà, et donc j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire tout ça et aussi de me salarier. Donc le deal il est simple, hein, je me salarie au SMIC. Ciao papa et maman, et donc en fait je coupe les vivres familiales en avril 2009, donc j'ai rempli mon contrat avec un peu d'avance avec un tout petit peu d'avance et j'ai un peu d'argent pour maintenant mettre en musique et lancer ce service. Et donc en fait je travaille d'arrache-pied et le service voit le jour le 19 novembre 2009, donc quelques mois après. Donc et 100 000 euros à la fois c'est beaucoup, à la fois c'est pas beaucoup. Ouais. Alors aujourd'hui c'est encore moins parce que à l'époque t'avais une version, t'avais une version web à faire et c'est quasiment tout. Le développement du site m'avait coûté 15 000 euros, tu vois. Donc c'était pas, on n'était pas. Aujourd'hui le souci que t'as sur ce genre de choses, c'est que généralement tu vas faire une version web, une version mobile, une version potentiellement une appli, des tas de choses, un back office compliqué qui est distribué sur plein d'endroits. Et c'est vrai que ça peut être, mais 15 000 euros c'est intéressant en effet à l'époque. Ouais, j'avais bien négocié. Ouais. Et du coup, c'est fait où, avec qui? Et là, en fait, je le fais en presta avec un développeur en direct, un garçon charmant, Eric, et puis mais qui voulait pas venir devenir employé. Lui, il voulait, tu vois, développer des projets. Et il m'avait un peu dit finalement, comme Oleg ou comme ma mère, il m'avait dit, écoute Céline, je te développe le service, je fais un peu le service après-vente pendant 3 mois une fois que c'est sorti, puis après, faudra te démerder pour avoir embauché des gens. Moi, je veux pas être salarié. Et là, l'argent, il va dans une banque après. Je veux dire, quand tu reçois l'argent, il est sécurisé quelque part parce que c'est quand même... Les fonds des cagnottes? Ouais. Ouais, alors du coup, je monte un modèle un peu compliqué, mais c'est la seule option possible à cette époque-là, c'est que l'encaissement est fait par Crédit Mutuel Arkea et les flux, en fait, la licence est portée par une boîte belge qui à l'époque s'appelait Tunes et qui aujourd'hui a été rachetée par Ingenico et je crois que et Ogone, donc c'est le service maintenant, c'est Ogone Collect, mais donc eux portent la licence pour moi, donc moi je suis obligée de leur verser une grosse partie de ma marge. D'accord. Et puis évidemment j'ai des contraintes qui nous lient par un contrat, mais au moins ça me permet de me dire je démarre, j'ai quelque chose qui est propre en termes d'expérience utilisateur, propre d'un point de vue légal. On verra plus tard pour réintégrer de la valeur sur la marge. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est juste de me dire, je suis pas en marge négative, j'étais pas sur une marge brute de dingue, mais j'ai mon fonctionnement et je peux maintenant tester à un peu plus grande échelle et de façon réelle ce service et savoir s'il y a un besoin ou pas. Et avant que tu nous expliques c'est de l'attraction et comment c'est parti, si je fais une pause à ce moment-là ou même après d'ailleurs, mais je sais que tu défends aussi pas mal ces causes. Est-ce que le fait d'être une jeune femme à cette époque-là, tu t'as ressenti que ça a été plus compliqué, ça t'a apporté des choses
J'ai plusieurs sons de cloche. Moi, j'ai une jeune entrepreneuse qui me dit qu'elle réussit à bien en profiter parce qu'il y a des fonds spécifiques. Il y en a qui te disent qu'elle galère peut-être un peu plus au niveau des investisseurs qui leur font moins confiance. C'est quoi ton point de vue peut-être à cette époque et aujourd'hui à la limite? Écoute, il y a du plus et il y a du moins. C'est-à-dire qu'effectivement, je partage l'avis de cette jeune femme qui est que un des avantages, c'est que comme on est peu nombreuses, on est beaucoup plus visible parce que bien évidemment, le petit nombre donne cet accès à la visibilité, ce qui est génial quand tu as un service comme Litchi parce que tu veux le développer auprès du grand public. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour te faire connaître que la presse? C'est gratuit et c'est un vecteur fort de réassurance. Pas grand-chose. Donc c'est super d'être une femme pour ça parce que je suis beaucoup plus visible et j'ai plus d'accès, plus de facilité à faire parler de mon projet. Pour autant, il est effectivement possible que parfois le fait d'être une femme et d'être jeune, en tout cas à cette époque-là, puisse être un petit frein. C'est-à-dire qu'en tout cas, on me prend pas vraiment au sérieux et à la limite, en fait, ça m'arrange parce que du coup, les gens que tu prends pas au sérieux, tu les surveilles pas, tu les regardes pas, et puis j'ai tracé mon chemin tranquillement, sans trop d'embûches parce que les gens peut-être se disent bon, elle s'amuse avec son truc quoi. Mais moi j'ai jamais vécu ça comme une souffrance. Porter un fardeau. Non. Après c'est difficile parce que tu vois j'ai pas de recul, j'ai jamais été un homme. Est-ce que finalement si peut-être qu'il y a une difficulté mais que je la vois pas parce que je ne peux pas la comparer. Je sais pas si t'as vu il y a un Américain et une Américaine qui se sont amusés mais qui a en fait un résultat un peu triste à échanger leur nom dans les signatures de leur mail. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'ils détaillent pas très bien mais qu'ils font plutôt du support client. Et de la commercialisation. Et pendant 2 semaines, le manager et la manager échangent leur nom dans leur signature de mail. Et lui se rend compte qu'elle vit un enfer, et elle se rend compte que en fait sa crédibilité est beaucoup remise en question auparavant parce qu'elle est une femme, ce qui n'est pas le cas quand elle signe avec le nom d'un homme, parce qu'on est plutôt en train de la remercier parce qu'elle apporte de bonnes idées. D'accord. Donc voilà, petite parenthèse faite, tu sais jamais vraiment bien, mais en tout cas, écoute, moi je l'ai plutôt vécu comme quelque chose d'agréable, et puis t'as aussi beaucoup de gens qui ont envie de tendre la main à des entrepreneurs, qui trouvent ça cool, qui ont envie d'aider, encore plus quand t'es une femme, parce qu'ils se disent il y en a pas beaucoup, faut les soutenir, il faut voilà. Donc effectivement, et il y a aussi une assez forte, je trouve, solidarité entre les femmes entrepreneurs, déjà entre les entrepreneurs du web en général. Tu vois, moi j'ai jamais personne qui m'ait refermé la porte, tout le monde a toujours essayé de prendre du temps, rendre service, donner des conseils. Et je crois que tu l'as d'autant plus chez les filles. Nous, on a un petit groupe de nanas entrepreneurs, on se donne plein de conseils, on s'aide tout le temps. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est plutôt un atout. Ok. Bon alors revenons sur le début de la croissance. Ouais. Tu lances en novembre 2008. 9, pardon. 9, oui, 9. Ouais. J'ai loupé une année. Et oui, c'est long. Et donc il se passe rien. Ça pète tout de suite. Effectivement, il se passe surtout que je pleure une première fois quand je mets le site en ligne parce que c'est quand même un grand moment d'émotion, et puis je pleure une deuxième fois parce qu'il y a aucun client. C'est ce qu'on dit sans faire d'autopromo, mais ce qu'on va dire souvent à nos clients, nous chez Cosa Vostra, c'est que quand on livre un site, il est au fond d'une impasse dans une ville de province, et que s'ils veulent le mettre sur les Champs-Élysées, il y a un pas de porte à payer quoi. Ouais. Et le pas de porte, c'est du référencement naturel, c'est du référencement payant, c'est du social media, c'est des choses comme ça. Mais pour exister, beaucoup de gens pensent qu'un site, s'il est bien fait, mais il y a cette question géniale de qu'est-ce que tu fais après une fois que le site il est fini? Tu travailles encore? Non. Non, bien sûr que non. Je me tourne les pouces. Et surtout, surtout un site, une fois qu'il est fini, on sait tous que il y a plus rien à faire dessus, il y a plus rien à développer. Évidemment. Tu ne l'as pas redéveloppé jamais depuis 2009. C'est entièrement figé, voilà. Évidemment. Eh ben oui, écoute, on pleure beaucoup parce qu'il n'y a pas de clients. Et en fait, je me dis 2 choses. La première, c'est il faut que j'essaye la presse parce que j'ai besoin d'évangéliser, parce que c'est ça la difficulté de Litchi, c'est qu'à ce moment-là, personne ne connaît Litchi, mais personne ne connaît le fait que la cagnotte en ligne maintenant existe. Donc l'enjeu, il est là. Il est non seulement de faire découvrir la marque, mais aussi de faire découvrir le service. Et donc je me dis, la presse, ça peut être un très beau levier pour ça. C'est aussi un vecteur qui rassure. Tu vois, c'est un peu le concept du vu à la télé. Si c'est à la télé, c'est que c'est sérieux. Donc il y avait quelque chose comme ça. Donc je me dis,
ma meilleure opportunité, peut-être là, elle est d'aller communiquer dans la presse, et ça ne coûte pas grand-chose parce que un article dans la presse, tu ne le payes pas. Donc c'est plutôt du temps. Et en fait, moi, ce que j'avais, c'était du temps et assez peu d'argent. Et donc comme ça, je démarre avec une copine, Stéphanie, une petite stratégie de communication dans la presse, et on y passe mais des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis la première brève qu'on a, c'est dans À nous Paris, il y a 3 lignes, et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais folle de joie. Et petit à petit, comme ça, les choses se mettent en place. Et en parallèle de ça, moi je fais beaucoup d'autopromo, c'est-à-dire que je suis dans une phase vraiment de conquête, d'évangélisation sur le service. Et puis je me dis, chaque personne à qui j'en parle, c'est potentiellement un client, parce que c'est un service qui s'adresse à tout le monde et à tous les usages et à toutes les catégories socioprofessionnelles et à tous les âges et toutes les expériences, toutes les cultures. Donc j'en parle vraiment à tout le monde. J'ai toujours des flyers avec moi de Litchi, et dans le dos du flyer, il y a un petit bon de 10 € pour tester le service. Voilà, enfin j'ai un peu cette démarche de distribuer la bonne parole. J'imagine qu'il y a Oleg qui t'aide un peu, ou pas trop finalement? Non, pas sur la com. Un petit peu, mais pas trop sur la partie com. Tu vois, il me met un peu en contact avec des journalistes, mais bon, c'est sûr que tu vois, après il faut c'est à la force du poignet. Par exemple, je faisais un truc qui était hyper sympa et que les gens aimaient bien, que j'ai arrêté de faire, c'est que je faisais un peu la newsletter de Céline. Donc tous les gens qui m'avaient très bien, ouais. C'est vrai, c'est marrant que t'en souviennes. Tous les gens qui m'avaient aidé, dont j'avais croisé le chemin, de temps en temps, je leur écrivais un petit mail pour leur raconter où en était le projet. Et j'envoyais ça en copie cachée à plusieurs centaines de personnes. Et alors, moi, je rebondis là-dessus parce que celle-ci, comme moi, ce que j'ai pu faire quelques années après, mais on a une tendance à penser, à cause des réseaux sociaux, ou grâce aux réseaux sociaux, mais plutôt à cause que les gens savent à peu près ce que tu fais, en fait. Que les gens, tu pars du principe que tu vois, tu vis ta vie, et que les gens que tu as rencontrés, alors qu'en fait, juste envoyer même un email par an à tout son réseau pour leur dire, cette année j'ai fait ça, je fais ça, je remercie ceux qui m'ont aidé, et l'année prochaine j'ai besoin de vous pour ça, ça, ça et ça. Un email juste comme ça, simple à faire. Ça change tout, parce que moi je vois qu'il y a plein de gens, et je l'ai pas fait encore cette année, je dis ça, mais je l'ai pas fait depuis un peu plus d'1 an, mais il faut le faire, en fait. Je pense que c'est très très important. Non, mais complètement. Et puis surtout, si tu veux, il y a plein de gens qui étaient ravis que, à un moment donné ou un autre, ils m'avaient aidé dans l'aventure, et ils étaient contents d'avoir des nouvelles, de savoir que je les avais pas oubliés, que je leur racontais où ça en était, que je leur donnais un peu de nouvelles de où est-ce qu'on en est, où en est le projet. Et en fait, c'est une façon d'activer tes réseaux. Tu vois, je faisais aussi, j'avais ma petite page Facebook où au début, je racontais beaucoup les étapes de l'entrepreneuriat. Du coup, ça a constitué un petit réseau qui ont eux-mêmes rediffusé quand Litchi s'est lancé. J'ai fait des petites opérations comme ça, un peu de buzz, où je demandais à tout le monde de changer sa photo de profil sur Facebook pour annoncer le lancement. Ça avait vachement bien marché. On avait plus de 700 personnes qui l'avaient fait. C'était hyper drôle. Il y avait plein de gens qu'on connaissait pas. En fait, on avait fait un petit calque avec où tu mettais ta tête dedans, tu vois, avec tu faisais ça en ligne, et tu portais un cadeau dans les bras, parce qu'au début je m'étais dit il faut que je communique sur un des usages de Litchi, donc le cadeau commun. Et c'était hyper drôle de voir plein de gens que je connaissais pas qui avaient décidé de faire ça pour rigoler, pour filer un coup de main, tu vois. Et c'est comme quoi, avec peu de moyens, parfois il suffit d'un peu de bonne idée. C'était des choses simples, mais ça permettait petit à petit de faire connaître. Et puis après, il y a quelque chose qui est magique avec Litchi, c'est que je crée une cagnotte, j'invite mes amis à participer, et c'est le meilleur modèle de prescription. Quand t'as un modèle e-commerce de base où je vais sur aubarbershop.com, j'achète un produit pour ma barbe, je me l'achète moi-même tout seul. Exactement. Je veux dire, et il est très bien. Et voilà, et peut-être que dans 6 mois, je m'en rachète un. Mais en l'occurrence, j'invite pas 8 personnes, ou je sais pas combien, 15 en moyenne. Voilà, ça c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté il y a exponentiel, un vecteur viral incroyable. Et donc ça, c'est vrai que ça a aidé beaucoup. Et tu vois, j'ai démarré les 2 premières cagnottes de Litchi, c'était les anniversaires consécutifs de mes 2 amis d'enfance qui fêtaient leurs 25 ans et qui faisaient une grosse fête. Et du coup, les 2 premières cagnottes ont été utilisées à cette occasion-là. Et c'est marrant parce qu'il y avait plein de gens qui étaient venus me trouver, que je connaissais pas, des potes de potes, et qui m'avaient dit mais c'est génial, mais moi je veux le réutiliser, et voilà. Ça c'est vraiment assez fou, c'est assez beau dans l'aventure, quoi. Donc ça c'était les 2 premières, et après ça a été finalement probablement certains de leurs amis qui ont réutilisé. Et la croissance va vite du coup derrière. Je saurais pas te dire quelle était la première année le nombre de clients qu'on avait, mais ce que je sais c'est que chaque jour il y en a un peu plus.
Donc ça a toujours été croissant. Je n'ai pas encore connu de phase de stagnation, ça a toujours été croissant. Et c'est ça qui me convainc, c'est de me dire, les clients viennent, et il y en a plus chaque jour qui viennent, et ceux qui ont déjà été clients reviennent. C'est ça, la rétention. Donc il y a effectivement cet effet de levier, ce levier de viralité, et puis il y a du repeat business. Donc je me dis, au moins les attributs ou le squelette du projet ou du produit, il est bon. Mais au début, la viralité sur une petite base de clients, elle s'exprime pas beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu atteins une certaine taille et une masse critique qui fait que ça a cet effet assez magique et qui fait qu'aujourd'hui, on a 7 millions de clients. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, sur quelques centaines d'utilisateurs, puis... Je répète, 7 millions de clients, quoi. Ouais. Et à mon avis, c'est que le début. Mais c'est vrai que, en tout cas, au démarrage, puis il y avait aussi cette problématique qui, par contre, était pas évidente, c'est que t'as pas tout le temps besoin de litchi, donc tu peux pas dire aux gens, crée une cagnotte, ça marche pas. Là où tu peux leur dire, achète un t-shirt, parce que c'est quelque chose d'un achat d'impulsion, etc., ce qui n'est pas le cas de litchi. Donc il fallait trouver le bon moment pour leur parler, et pas se tromper, pas être... tu vois, c'est marrant, mais on a commencé à faire du CRM qu'en septembre dernier. D'accord. Il nous a fallu près de 7 ans pour faire du CRM. On n'en avait pas du tout fait. Et je pense qu'aujourd'hui, nos clients ne se sentent absolument pas floudés par des mails parce que le but est pas de bloquer leur inbox, mais par exemple, on a envoyé un mail pour leur dire au fait, il vous reste tant d'argent sur telle cagnotte que vous aviez créée il y a X mois ou années, et ça on l'avait jamais fait parce qu'on n'avait pas de système de CRM, et ils étaient super contents. On a eu plein de retours clients hyper positifs en disant j'avais oublié, merci de me le rappeler, c'est trop cool Litchi, génial, ça me rassure, je suis content, tiens je vais recréer une cagnotte, voilà. Mais ça, tu vois, on a mis vachement de temps à le faire, et en fait je pense que c'est bien parce que le démarrage d'une boîte, avec du recul, il doit vraiment, tes 10 000 premiers clients, il faut aller les chercher à la force du poignet. Ouais, et les chérir, et c'est tes ambassadeurs, et voilà. Ouais, on a envoyé des boîtes de macarons à notre top cliente, des petites surprises. J'irais à fond dans les détails si je pouvais, mais on m'a déjà bien. Je suis très hésitant à faire un podcast très long, et puis t'as pas un temps illimité. Et puis le temps passe vite. Voilà, le format de ce podcast est assez libre, mais après les premiers épisodes, on me dit qu'il faut peut-être que je raccourcisse un peu. Il y a plein de choses je vais évoquer vite là rapidement, mais ce qui est fou, c'est ce côté BFR que tu as, où en fait, les gens posent de l'argent, ils le récoltent pas tout de suite, donc t'as pas à sortir de l'argent comme beaucoup de gens, pour acheter de la matière pour la vendre. Ah non, alors détrompe-toi, les comptes des cagnottes sont entièrement ségrégés. Ah oui, tu me diras, oui, tu peux pas l'avoir pour toi. Donc, absolument toi, tu ponctionnes ta commission, et tu peux pas la ponctionner tant que la cagnotte est pas dépensée. Donc c'est pour ça que t'as intérêt à ce qu'ils dépensent la cagnotte. Exactement. Ouais, c'est vite. Ouais. Ah oui. Là où tu vois, des personnes peut-être un peu vindicatives nous ont dit mais en fait vous avez intérêt à ce qu'on laisse l'argent. Non, pas du tout. Moi j'ai intérêt à ce que vous le récupériez parce que ma commission je ne la prélève. Tu peux pas le faire travailler du tout. Non. Cet argent. Non. Et puis c'est un choix vraiment. Nous il y a 2 choix qu'on a fait et qui sont fondamentaux. On ne touche pas à l'argent de nos clients. Il est complètement, ça s'appelle d'ailleurs cantonné dans le jargon du métier. Donc ségrégé sur un compte bancaire à part, on n'y touche pas, on ne place pas, et il y a une autre chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne fait aucune location ou vente de données, aucune pub, rien, jamais, D'accord. et on n'en fera jamais. Notre modèle, moi je suis assez bête et méchante, je prends une commission, donc c'est ma seule source de revenus, le reste, c'est un choix que j'ai fait de ne pas le faire parce que mes clients ont confiance, achètent un service, je leur offre un service de qualité, c'est vraiment un leitmotiv important pour moi, mais mon business model, il est aussi uniquement basé sur la commission. Ça fait partie aussi de la transparence. Et c'est un engagement, que les gens, je suis d'accord, c'est hyper fort. C'est un engagement moral. Hein. Et donc du coup, oui, alors après, il y a les commissions sur potentiellement les cagnottes, ou alors sur le business que tu renvoies à des partenaires. Oui, tout à fait. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que quand tu dépenses ta cagnotte chez Amazon, nous on est rémunéré au moment où tu dépenses ta cagnotte chez Amazon, pas avant. Ok. Donc mais c'est aussi intéressant parce que toi tu peux leur envoyer du business à tous ces gens-là. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des beaux partenariats parce qu'on est partenaire avec plus d'une centaine de e-commerçants, des très gros effectivement comme Amazon, comme Decathlon, comme Ikea, également des plus petits comme Le Petit Ballon, comme Princesse Tam Tam. On essaye de choisir des choses qui soient assez
originales et en même temps qui répondent aux besoins de nos clients, d'avoir des belles sélections. On travaille avec Interflora aussi, on travaille avec Nespresso. On a monté des beaux partenariats. Des belles marques, je sais pas, le slip français ou je parlais d'Au Barbershop qu'on a cofondé. On peut venir vous voir et vous dire j'aimerais que être partenaire. Avec grand plaisir. Ouais. D'accord, très bien. Je ne le savais pas, d'accord, très intéressant. Et d'accord. Et donc entre tout ça et la cession d'une grosse partie de Litchi, il y a un autre événement, c'est la création de Mangopay. Oui. C'est ça? Oui. Et qui sont les 2 seuls services? Oui. Enfin, c'est déjà beaucoup, hein, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment est venue l'idée de Mango? Qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand En fait, le métier de Mangopay, il est un peu le reflet du métier de Litchi, mais pour les entreprises. Donc, Mangopay travaille uniquement pour des entreprises en ligne et uniquement le secteur de la consommation collaborative, marketplace, crowdfunding. Pourquoi? Parce que ce que Mangopay fait, c'est de l'encaissement pour le compte de tiers. D'accord. Donc, exactement ce qu'en fait Mango fait pour Litchi aussi. Litchi est aujourd'hui un client de Mangopay. Et Mangopay permet en marque blanche d'encaisser le paiement d'un client, de stocker l'argent le temps par exemple que le produit soit envoyé ou que la collecte de crowdfunding soit réalisée, et puis ensuite automatiquement envoyer le virement vers la vendeuse de la plateforme et récupérer la commission pour la plateforme qui fait l'intermédiaire. Ça n'existait pas, et en fait nous, on a du coup, par hasard, sans s'en rendre compte, développé ça parce que ça n'existait pas et qu'on en avait besoin pour Litchi. On a aussi fait le choix de déposer, et c'est aussi un élément déclencheur, notre licence d'établissement bancaire qu'on a obtenue en fin décembre 2012. On a mis 2 ans à l'obtenir, donc ça a été un travail de longue haleine, coûteux. Coûteux. Combien, tu peux nous dire à peu près? Tu me disais que ça coûte. On parle souvent de 500 000 à 1 million d'euros. Oui, alors je pense que ça peut même coûter beaucoup plus cher. Nous, ça nous avait coûté beaucoup moins cher, mais ça m'a coûté tout autant en temps, quoi. C'est-à-dire que j'y ai passé des nuits entières avec Romain et Laure. C'est un dossier de 250 pages, c'était très dur. Et très dur parce qu'on était beaucoup dans l'inconnu, on savait pas si on allait l'avoir. Là, pour le coup, on nous a fait entendre. Mais quand même, t'arrives au bout, t'as créé une banque, quoi. C'est quand même, c'est quand même assez cool. Je veux dire, t'es une banquière. Non, mais on est probablement les plus jeunes à jamais avoir obtenu une licence de banque. En Europe, donc on était contents, mais on a vraiment navigué à vue avec ce projet-là. Et il y avait des moments, tu vois, où on y passait beaucoup de temps tous les 3, beaucoup de temps le soir et la nuit, parce qu'en fait la journée, fallait faire tourner le business. Ouais. Et parfois je me disais, je suis en train de leur voler un temps qui est précieux, qui leur appartient, pour un projet dont je ne sais pas quelle va être l'aboutissement. Donc à Ronan Lemoyle, qui est le patron de Crédit Mutuel Arkea, c'est ça? Et ah non, à Romain, mon associé, pardon. Excuse-moi, pardon. Ok. Et qui s'occupe toujours d'ailleurs de tout ce qui est réglementaire. En fait, lui, il fait tous les métiers support, là où moi je fais plutôt tous les métiers opérationnels. Et donc Romain aujourd'hui porte la licence d'établissement de monnaie électronique. C'est lui qui dirige notre filiale qui la détient, et c'est lui qui a toute la connaissance conformité réglementaire, legal, financier. Et Laure qui est notre CTO, donc on bossait sur ce projet-là tous les 3 parce que tu avais autant besoin des compétences réglementaires que techniques, parce qu'il y a beaucoup d'exigences aussi sur la structuration des données, l'hébergement, le niveau de sécurité, ce qui est normal, hein. Quand tu dis ton associé, c'est quelqu'un qui est rentré à quel moment? Comment ça s'est passé? Alors Romain, il est arrivé en mai 2010. Oui. Donc tu vois, j'avais lancé Litchi en novembre 2009. C'est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Lui, il avait un profil très différent du mien, auditeur Deloitte, donc plutôt un profil financier. Ce qui était absolument pas mon cas, ce qui est drôle pour quelqu'un qui a monté une banque. Et puis voilà, j'avais envie de partager cette aventure, et j'avais envie de montrer à quelqu'un qui ait des compétences qui soient différentes des miennes. Ah zut, j'ai jeté mon téléphone par terre. Et donc il m'a semblé très naturel de proposer à Romain de me rejoindre. Ce qu'il a fait avec beaucoup de courage, parce qu'il a dû diviser son salaire par 3, qu'à peu près tous ses potes lui ont dit, enfin nos potes d'ailleurs lui ont dit, mais comment tu peux abandonner une aussi belle carrière dans l'audit? Il était dans un Big Four, et pour aller bosser dans un truc où on comprend pas vraiment, on sait pas si ça va gagner de l'argent. Exactement. Quitter Deloitte pour Litchi, quelle connerie. Et tous nos potes nous disaient, et en plus vous allez vous foutre sur la gueule, c'est sûr. Bon voilà, écoute, presque 7 ans plus tard, puisqu'en mai on fêtera ces 7 ans d'ancienneté, on s'entend merveilleusement bien. Ça a aussi beaucoup renforcé nos liens d'amitié qui sont aujourd'hui, je dirais, indéfectibles et très forts, parce que le fait de travailler ensemble, c'est une façon d'apprendre à se connaître, c'est une façon de
avoir confiance l'un en ça, l'autre. C'est vraiment quelque chose, travailler avec ses amis, travailler avec sa famille, on entend tout et son contraire. Je crois qu'il faut se faire confiance. Il y a des gens qui sont pas prêts pour ça. Moi, j'adore ça. Je travaille avec beaucoup d'amis qui m'ont rejoint dans l'aventure au fur et à mesure, et j'en suis absolument ravie. Benjamin, qui est notre directeur marketing, qui lui est arrivé en novembre 2010, qui fait aujourd'hui est general manager de Litchi depuis quelques semaines. On se connaissait depuis plusieurs années quand il est arrivé, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et plus récemment, on a recruté Alix, qui est aujourd'hui directrice des opérations de Litchi, qui est arrivée il y a quelques semaines et qui est une amie de longue date. Ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Et moi, je trouve ça super parce que du coup, tu gagnes un temps énorme. Tu te connais, tu sais comment l'autre fonctionne, tu fais confiance. Et moi, vraiment, j'adore ça. Ouais. Gagner la confiance des employés, des partenaires, des associés, moi, je travaille avec mon frère qui est mon directeur technique. Je sais quand je m'associe avec lui que je lui fais confiance. À 100%, les yeux fermés. Et c'est vrai que sur d'autres personnes par le passé, tu peux te dire, il faut la gagner dans des employés. Tu dois voir, ils te disent je suis fort, etc. Mais tu le sais pas, tu testes, puis ils la gagnent au fur et à mesure du temps. Ouais. Puis aussi le fait, tu vois, qu'on soit amis avec Romain, je pense apporter un univers et un environnement très bienveillant dans la boîte. Et qui a, je crois, aussi beaucoup joué dans le fait que on a des collaborateurs qui sont très fidèles, on a très peu de turnover, on a beaucoup de gens qui ont 7 ans d'ancienneté comme moi d'ailleurs. Tu vois, notre première salariée, c'est Laure, notre CTO, qui est évidemment toujours là dans la boîte et qui, je crois, s'épanouit pleinement. Enfin, et ça a beaucoup joué le fait qu'il y a une atmosphère humaine et amicale et puis franche. Tu as ouvert ton capital à un moment à tes salariés ? Oui, on a 13 collaborateurs qui sont associés. D'accord, très bien. Moi, ça me semblait évident. Je pense que si tu veux attirer des hauts profils, il faut savoir les motiver et il faut aligner les intérêts de tout le monde. Et puis en plus, franchement, c'est un tel plaisir de partager une aventure comme ça. Tu vois, le jour de la vente en septembre 2015, quand on a signé la vente à Crédit Mutuel Arkea, moi, j'étais tellement heureuse de le partager avec eux. Et j'aurais été toute seule. J'aurais peut-être bu une coupe de champagne, je me serais dit c'est cool, bravo Céline, mais là de voir le bonheur sur leur visage, de se dire putain on l'a fait et tout le monde va pouvoir se payer un bel appart, financer des beaux projets avec cet argent-là, c'est extrêmement satisfaisant. Je suis d'accord. C'est une très belle aventure. Et du coup, là-dessus, en plus, vous avez eu double chose. C'est-à-dire que vous avez encore des parts aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ouais, tout le management est effectivement associé. On a 14% du capital. D'accord, jusqu'à un certain point où, voilà. Très bien. Et donc, raconte-nous un peu tout ça. Cette partie, on Mangopé, donc, on en a parlé rapidement. J'ai lu que tu allais faire plus d'1 milliard de transactions. Ouais, 2017, on a un track pour 1 milliard. On a lancé Mangopé en mai 2013, parce que, effectivement, on avait tous nos copains du crowdfunding, et notamment mes copains du LUL, que je remercie de nous avoir fait confiance. C'était un de nos premiers clients. D'accord. Qui viennent nous voir en nous disant mais comment vous avez fait toute cette partie de paiement, comment vous avez développé des algorithmes qui permettent d'anticiper des risques de fraude, comment vous faites tout ça. Et en fait c'est comme ça que l'idée est venue, et d'une certaine manière on a seulement spin-offé une partie du cœur de Litchi pour créer Mango. Alors ça a été beaucoup de travail parce que quand tu es client de ta propre techno et quand d'autres l'utilisent, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, on a fait passer 18 mois à vraiment faire de la R&D. On a eu la chance d'avoir une partie de notre projet de R&D qui a été financée sous forme d'avance remboursable par la BPI, qu'on a quasiment remboursé aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette. On salue la BPI aujourd'hui, qui est un acteur important. Nous, ils nous ont aidés à toutes les phases du développement, donc c'était important. Et voilà, et on a lancé en mai 2013, et puis honnêtement, ça a été un raz-de-marée. On a commencé à faire du marketing il y a 12 mois. Auparavant, uniquement du bouche à oreille. Aucun investissement. Et en fait, les clients nous ramenaient des clients. Et puis, ce qui est génial dans ce métier-là, c'est que si tu vois un Vinted utiliser Mangopé, du coup, t'as son concurrent espagnol Wallapop qui se met à l'utiliser, puis son concurrent anglo-saxon Depop qui se met à l'utiliser. Puis du coup, comme ça, en fait, sans t'en rendre compte, t'as ouvert le marché espagnol. Et du coup, eux, ils le conseillent à leurs voisins de table qui sont dans le même incubateur, qui est Goodog, qui est une plateforme de consommation collaborative. Parce que c'est un bon produit aussi. Donc, tant que t'as un bon produit, ça se transmet assez facilement. De toute façon, nous, l'obsession, elle est sur le produit. Tu vois, on a très peu d'équipes commerciales. On a une personne au marketing. Par contre, l'équipe de dev elle est très conséquente. Et en fait, nous, on est convaincus qu'il faut faire un bon produit. On se bat sur la qualité
réalité, on est vraiment obsédé à l'écoute de nos clients. C'est difficile, hein, parce que là, quand on a 1500 plateformes clientes, 45% en France, 20% en Angleterre, 20% en Allemagne et 15% dans le reste des pays. Donc on est à plus de 55% en dehors de la France, pas se porter sur les 31 pays européens. On a un client partout, en Lituanie, etc. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai challenge. Et là, la vision produit, elle est hyper importante, parce que tu pourrais être tenté de te dire, par facilité, tiens, je fais un petit développement pour lui, comme ça je peux le récupérer en client. Puis là, et puis c'est pas le même modèle. T'es pas une SS2I. Je respecte énormément le travail des SS2I, mais c'est pas notre choix de modèle, puisque nous on est rémunéré sur du transactionnel. Donc, tu vois, si le client il fait pas des gros volumes, on gagne pas notre vie. Et donc c'est pour ça que je crois que la vision produit est très importante. C'est aujourd'hui encore, je pense, quelque chose sur lequel j'ai beaucoup d'input avec mes collaborateurs et beaucoup d'échanges pour bien comprendre où est-ce qu'on doit aller et comment on doit se positionner sur le marché. Voilà, donc Mango né en mai 2013 et tu vois, même pas 3 exercices plus tard, enfin le 4e, on va faire 1 milliard cette année et on est déjà en track pour les faire. Donc c'est une réussite et un développement exceptionnel que j'aurais pas pu imaginer. Et raconte-nous très rapidement donc cette vente, comment ça se passe? C'est quand même des gens dont tu étais partenaire très proche, j'imagine. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Ronan Lemoyle, en effet, chez Serena Capital, je crois, lors d'un petit déjeuner organisé par Alexandra André, qui était vraiment très bien. Il m'a surpris par son côté accessible. C'est-à-dire que à la fin, on a échangé, je lui ai donné une carte. Il m'a renvoyé ses coordonnées avec son 06 en me disant appelle-moi, on fait une bouffe. Enfin, ce qui est assez surprenant pour un patron de banque quand même. Mais ça s'est fait avec eux. Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en septembre 2010, donc quand j'ai fait ma série A, j'ai ouvert 2 places de board member indépendants et une que j'ai proposée à Ronan Lemoyle, que j'avais rencontré quelques semaines avant. Donc bien après que je sois cliente de la banque, et j'avais eu une très belle rencontre avec lui, et je crois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les entrepreneurs. D'accord. Et puis il a accepté avec beaucoup de gentillesse, il m'a beaucoup aidé, on a beaucoup bossé ensemble, donc il était à un titre indépendant et absolument pas pour le compte de Crédit Mutuel Arcaire, hein, il était en tant que personne physique. Voilà, et ça c'est probablement une partie de l'histoire. L'autre, c'est que c'était notre premier partenaire bancaire, CMA. On travaille aujourd'hui avec plus d'une dizaine de banques, hein. On travaille avec Barclays, avec Commerzbank, avec Sabadell, avec ING. Mais on avait une très belle relation avec eux, beaucoup d'années de travail. Et en fait, nous en peut-être tu vois, premier trimestre 2015, on se dit bon, la boîte est rentable. Très belle croissance, autant Litchi que Mango. Tu vois, on finance la croissance de Litchi en faisant de l'investissement en campagne télé. La croissance de Mango, elle se fait par de l'investissement en recrutant des ingénieurs de très haut niveau. Ça se passe super bien. Maintenant, c'est quoi l'étape d'après pour nous ? Et l'étape d'après pour nous, elle était d'avoir les moyens de nos ambitions, d'accélérer sur le développement international qui avait déjà démarré, mais pour lequel on n'avait pas encore, par exemple, on avait seulement ouvert un bureau à l'étranger, donc avec une personne, donc on était vraiment dans la phase d'amorçage. On a démarré du coup en mai 2015 un projet de levée de fonds, de lever une poche d'un minimum de 15 millions d'euros. C'est la levée de fonds la plus rapide, je pense, que j'ai fait de la planète, parce que en moins d'un mois, j'avais 3 term sheets sur la table. On avait un projet de lever 25 millions d'euros avec un fonds international et un complément fait par un super fonds français, plus nos fonds historiques qui aussi faisaient leur prorata. D'accord. J'avais une rencontre assez exceptionnelle avec le fonds en question. Tu avais levé combien Avant ça, on avait levé 7 millions d'euros, donc on était vraiment dans des montants différents, mais tu vois, le dernier tour avait été fait en février 2012, donc il s'était passé quand même 3 ans. On avait rentabilisé la boîte, et puis c'est des métiers où une fois que ta boîte elle est rentable, elle a beaucoup de valeur. Ouais. Et en fait, chaque année la valeur ne fait que doubler. Et tes fonds, c'était qui du coup Alors mes fonds historiques, c'était 360 Capital Partners et Idinvest, et j'avais en business angel Oleg Tcheltsov, Xavier Niel et puis Jérémy Bérébi. Donc on était sur un capital oui, j'avais une belle bande et tu vois assez peu de personnes autour de la table, donc c'était assez facile de discuter aussi. Et donc voilà, et on avait ce projet avec ce fonds dont le fondateur était quelqu'un qui connaissait
très très bien le milieu du paiement pour avoir fait une exit d'une très très belle boîte dans le secteur. Donc en plus c'était des compétences métiers très intéressantes. Et puis quelqu'un, j'avais beaucoup de très belles rencontres. Donc j'avais le stylo sur la feuille pour signer cette term sheet qui était celle qui me plaisait le plus. Et c'est là que Crédit Mutuel Arkea est entré dans la danse en disant mais attendez, vous êtes sur un projet de levée de fonds, nous on veut pitcher. Je m'étais dit oui, pourquoi pas, après tout tu vois, plus t'as d'offres et mieux c'est. En fait on a fait un rendez-vous et le rendez-vous s'est transformé en en fait on veut pas investir, on veut racheter la boîte. Et on a dit mais nous on n'est pas du tout dans un état d'esprit de la vendre, on est dans un état d'esprit au contraire de réaffirmer notre engagement. Et ils ont dit mais ça peut se faire et on peut vous apporter plus que de l'argent. Et c'est là qu'on a réfléchi à quels pouvaient être les projets stratégiques qu'ils pouvaient nous apporter. Et beaucoup de savoir-faire, beaucoup de techno, et en ça faisait complètement la différence par rapport à l'argent. Et on s'est dit, on peut trouver en Crédit Mutuel Arkea un partenaire industriel qui nous permette en fait de développer le projet comme on le souhaite, d'être à la mesure de nos ambitions, de nous laisser complètement autonomes et indépendants. Moi, j'avais une énorme confiance en Ronan. J'avais passé 5 ans au board avec lui. On connaissait la banque à tous les niveaux, donc on savait que ça allait bien se passer. Et donc, on s'est dit, bon, ok, on fait un dual track et on étudie le projet de cession en même temps qu'on étudie qu'on finalise le projet de levée de fonds. Et puis, du coup, c'est allé très vite parce que la vente s'est fait en 7 semaines, sachant qu'il y avait l'été. Ouais. Donc, tu vois, on a signé la LOI à Crédit Mutuel Arkea, 3e semaine de juillet. D'accord. Et entre ça et le signing et le closing qu'on a fait en même temps, qui était le 18 septembre, il y avait les vacances et il y avait les audits. Et donc c'est allé très vite et on a décidé de le faire comme ça et de le faire seul. Donc on a passé 6 semaines. Seul, t'étais pas accompagné? Non, on n'était pas accompagné. Pas de banque d'affaires, rien. Non, parce que on avait notre banque historique Clipperton qui nous a beaucoup aidé sur le projet de levée de fonds et en fait on leur a dit vous allez nous accompagner sur cette session, mais nous on veut garder le lien avec des gens qu'on connaît très bien. Et comme on veut aller vite, on pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Donc sur toute la prep. Puis après honnêtement, la chance qu'on a, c'est que comme on a une boîte très auditée et qu'on a une culture du risque et de l'exigence métier très forte, on a une boîte qui est très carrée. Donc tu vois, on avait, quand ils nous ont envoyé la liste de la due diligence, je pense qu'on l'a réunie en 80% des documents ont été réunis en 2 heures et les 20% restants dans les 24 heures qui ont suivi. Donc c'était très propre, très carré. Après, le premier fichier Excel qu'on a reçu avec les questions, il y avait 270 lignes. On s'est dit, ah ouais, putain, il y a du taf. C'était d'ailleurs assez marrant et je leur avais fait la remarque, c'est que on avait ouvert une data room en ligne pour que ça aille plus vite, puisque historiquement ça se faisait dans une salle de réunion. Bon, maintenant ça se fait sur Dropbox. Et ils nous avaient demandé l'accès pour plus de 50 personnes à la data room, 55 je crois. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais vous savez que nous, on est 32 dans la boîte. Ouais. Mais en même temps, c'est assez normal. Tous les métiers, le légal, le réglementaire. L'interne, l'externe. Ouais. Donc, tu as beaucoup de gens en fait qui étudient le projet. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait peur. Je revoyais des listes et des listes de mails arriver. Mais voilà, ça s'est fait très vite, ça s'est fait avec une super relation avec Anne-Laure Naveos qui est aujourd'hui maintenant à notre conseil de surveillance, qui dirige le M&A pour Crédit Mutuel Arkea, et puis avec Dominique Andro qui est au Comex, puisque du coup Ronan qui avait été au conseil d'administration a démissionné de sa place du conseil d'administration et a complètement step back du deal parce qu'évidemment il était probablement trop impliqué. Et voilà, et on a vraiment passé des moments assez chouettes avec eux. Parfois il y avait des négos, hein, bien sûr. Tu vois, moi, il y avait des moments où j'avais des up and des down. J'avais Romain et mon DG au téléphone, je sais pas, entre 6h le matin et 3h du matin la nuit d'après. On en était arrivé à un point où, si tu veux, je me brossais les dents au téléphone avec eux pour... j'étais au téléphone sous ma douche avec eux. Enfin, on a vraiment vécu 6 semaines hyper intenses. Il y a eu un moment donné où on s'est dit... Bon, parce qu'au début, quand tu commences ce deal-là, tu te dis, il y a 70% de chances que ça arrive pas. Nous, on n'était pas inquiets avec la levée de fonds parce que comme la boîte était rentable, on n'avait pas de problématique de cash. Mais tu vois, je voulais me comporter correctement avec les personnes qui s'apprêtaient à financer ma boîte. Donc je leur avais dit, j'avais été très transparente et très gentiment, ils m'avaient dit, écoute, si c'est pas maintenant ou que c'est dans 6 mois, il y a pas de problème, nous on sera toujours là. D'accord.
Mais voilà, on avait quand même envie d'aller vite et de faire ce projet-là bien. Quand on a commencé à sentir que ça allait dans le bon sens, bon, on s'est dit il va falloir commencer à informer les gens. Donc on a informé tous les actionnaires et on a informé aussi tout le management de la boîte qui sont actionnaires. Et ça c'était un sacré souvenir. Tu vois, le jour où on les a réunis, en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'eux pensaient qu'on les réunissait pour leur dire que la levée de fonds était clôturée. Ouais. Donc on leur avait dit, je leur avais dit, on va se retrouver, un mardi ou un mercredi soir à 19h30 et garder votre dîner pour qu'on passe tous ensemble. Et eux étaient persuadés que c'était pour la levée de fonds qu'on avait signé et qu'on allait faire la fête pour fêter ça, puisqu'ils avaient fait tous les entretiens, notamment parce que quand tu lèves autant d'argent, ils veulent voir quand même tous les managers. Et puis en fait, c'était pour leur annoncer que a priori peut-être on vendait et dans des très bonnes conditions et que on allait leur dire combien ils avaient gagné chacun. D'accord. Et ça, c'était quand même un sacré moment. Et je me souviens, c'était rigolo. On avait fait ça chez 360 parce qu'à l'époque, on était dans le même immeuble et eux avaient une salle de réunion et une petite terrasse. Donc, on avait squatté leur salle de réunion et on était tous sur le micro bout de balcon. Et un par un, il y en avait un qui rentrait dans la salle de réunion et mon DG avec son fichier Excel lui disait, voilà, c'est temps. Et je me souviens, la première, c'est Laure qui y est allée. Et puis, elle est revenue sur le balcon et nous, on buvait des coupettes et puis les autres lui disent ça va alors? Elle dit ouais. Et ils lui disent tant que ça? Elle fait ah bah ouais. Genre elle disait plus rien, plus personne ne disait plus rien. Et c'était ah ouais putain. Elle est tombée sur le coin de la gueule. C'était hyper drôle quoi. Et franchement c'était hyper émouvant et voilà, c'était un sacré moment. Du coup on avait appelé ça l'opération Minouti, s'il te plaît, parce que c'est oui parce que l'été était tu vois, on devait être tout début août. À ce moment-là, nous, on savait qu'il allait rester quelques semaines, le temps que, tu vois, pendant les 3 semaines d'été, il se passait rien, et puis après que ça allait reprendre pendant 15 jours. Et donc, fallait trouver un nom, et puis en rigolant, on avait dit l'opération Minouti. Donc, surtout, je leur avais dit pas un mot, quoi. Enfin, c'est parce que le principal risque était que le deal capote, parce que ça se savait, que ça passait dans la presse, etc. Et donc, voilà, donc on avait appelé ça l'opération Minouti, et de temps en temps, je donnais des nouvelles de l'opération Minouti. Puis bon, voilà, les 3 semaines d'été se sont passées. Il s'est rien passé du 1er au 22 ou 23 août. Et après, il est resté 15 jours de plus. On n'était pas certain de faire, tu sais, le signing et le closing en même temps. Moi, je voulais tout faire d'un coup parce que je m'étais dit, on ira au plus vite. On avait mis une période de signature qui commençait le 18 septembre. Et je crois qu'il se prolongeait sur 1 mois et on a signé le 18 septembre, le premier jour. Et on a passé 6 heures en salle de signature, ce qui est très long. De 10h du mat à 16h30 à signer des docs. Voilà, ça se passe encore aujourd'hui, ça me fait assez halluciner, mais oui, on signe des papiers toute la journée pour des travaux. Non mais 6 heures à signer des feuilles. C'était complètement surréaliste. On était chez Gide, notre cabinet d'avocats, c'était un vendredi. J'ai signé, je sais pas combien j'ai fait de signatures, j'ai jamais vu ça de ma vie. On n'a rien bouffé de la journée, donc à la fin, si tu vas à 16h30, on a été complètement à l'ouest. Et puis il y a un moment donné où Pierre, notre avocat, a dit ça y est, c'est le dernier SPA, le dernier contrat de vente à signer. Et là, le dernier, on l'a tous signé ensemble. Et puis CMA m'a dit est-ce que tu veux appuyer sur la touche entrée pour faire partir les virements? Je dis ok. Et là, on a ouvert le champagne et puis tout le monde a Emmanuel, notamment le partenaire de 360 Capital Partners, a fait un petit discours. Moi, j'ai pleuré. Enfin, tout le monde pleurait. Voilà, c'était assez émouvant comme moment. Et c'était la fin d'une histoire et le début d'une autre. Mais c'est un très chouette souvenir et je souhaite à tous les entrepreneurs de vivre ça et de le vivre comme on l'a vécu de façon aussi, que ça soit passé aussi bien avec autant de respect. Et, c'est une vraie aventure, c'est une vraie expérience. Pour remettre tout le monde les pieds sur terre, tous les entrepreneurs ne vivront pas ce moment-là. Je tiens quand même à insister sur ce point. Mais c'est aussi un truc qui en fait, on fait généralement pas ça pour l'argent, et je pense pas que tu l'aies fait à l'origine pour l'argent. L'argent, c'est quand même quelque chose sur lequel on crache pas et qui est quand même à la fin quelque chose une belle récompense sur un travail bien fait, évidemment. Mais c'est vrai que même à moindre échelle, les plus petites sorties, les plus petites choses sont toujours des choses assez émouvantes et assez intéressantes. Mais en fait, surtout, si tu veux, c'était le moment où c'était pas une question du chèque, c'était une question que il y avait
des gens qu'on appréciait beaucoup et qu'on respectait beaucoup qui nous ont dit ce jour-là en signant leur nom sur une feuille, vous avez fait un truc qui est bien et qui est sérieux et qui a de la valeur. Et en fait, pour moi, c'était hyper important, ça je l'ai pas mentionné, mais on avait eu plusieurs offres de rachat dans les années passées qu'on n'avait jamais étudiées parce que la boîte en face nous plaisait pas. On avait pas mal de boîtes américaines qui nous avaient fait des propositions et en fait, on savait à Crédit Mutuel Arkéa qu'il y avait une confiance mutuelle. Et moi, je savais que même si un jour, tu vois, je partirais de la boîte, parce que bien sûr, je serais pas là à 70 ans encore ici, mais je sais que ce projet-là, enfin, je crois, vivra au-delà de moi. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur, de me dire, le partenaire que je vais trouver, il le développera avec respect et avec attention, et il n'est pas là pour saccager le travail qu'on a fait. Donc en fait, c'était ça que ça représentait. Ça représentait ce moment où on te dit, tu l'as fait, tu l'as bien fait, et vous y êtes arrivé, quoi. Et c'est pour ça que pour nous, c'était hyper beau, et on a fait un super dîner derrière avec tous les managers et leurs conjoints le vendredi soir à la sortie du signing, et on se disait, putain, on l'a fait, quoi. Ouais. On l'a fait. Et on parle de montant à droite à gauche, c'était des choses officielles ou c'est toujours officieux On n'a jamais confirmé. D'accord. Enfin. D'accord. C'est entre 50 et 100 millions d'euros. L'intérêt n'était pas franchement. Et du coup, plus important, est-ce que tu te sens encore chez toi? Ah ouais, complètement. C'est marrant, hein, ça, parce que c'était d'ailleurs une grande crainte. Au démarrage, on avait eu une offre à 100% de rachat du capital. Ouais. Et en fait, moi, le jour où je l'ai eu, j'ai fait que pleurer. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème. Et si j'avais envie, tu vois, de continuer à rester engagée et actionnaire du projet, et puis je voulais rester très indépendante et autonome. Et aujourd'hui, je me sens absolument chez moi, et je pense que je me sentirai encore chez moi, même peut-être le jour où j'aurai plus de capital. Enfin, c'est très lié au, je sais pas, c'est tout est une émanation un peu de quelque chose qu'à un moment donné j'ai réfléchi, ou que j'ai de gens que j'ai recrutés, donc donc je connais tout par cœur de A à Z, quoi. Et encore que non, maintenant il y a plein de choses que je sais plus. Ça c'est fou. Ça c'est fou de louper des choses dans sa propre entreprise. Et ta mère a bien réagi? Ouais, ils étaient ravis. Elle m'a d'abord appelé en me disant prends un garde du corps. Je lui ai dit, écoute maman, je pense que ça va, tu vois. Oui, ça va paraître dans la presse, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et puis le lendemain, elle m'a rappelé, elle m'a dit, surtout tu dépenses pas tout, hein. Non. Je lui ai dit, non maman, t'inquiète, ça va. Je vais pas tout dépenser. On en refera un autre quand on aura le temps. Je vais avoir 2-3 dernières questions, mais j'aurais bien aimé comprendre si ça avait changé beaucoup de choses, mais c'est pas le plus intéressant. Par rapport au mode de management, est-ce que t'as un mode de management original? Est-ce que tu t'intéresses à d'autres gens? Est-ce que tu cherches des choses? Où est-ce que tu vas chercher tes inspirations? C'est quoi les originalités de Litchi et de Céline? Alors, mon management, il est très intuitif, ce qui peut paraître surprenant. Il est extrêmement basé sur la confiance et la collaboration. Je me crois pas m'être déjà agacé avec un de mes collaborateurs. Et il est très basé sur un contrat moral pour moi qui est simple. C'est, je vous fais pas chier, vous me faites pas chier. Vous comptez sur l'entreprise compte sur vous. Je le rappelle, c'est une banquière. Non, mais tu vois, il y a une relation qui est adulte et qui est mature, et moi, je veux que les gens s'épanouissent ici. Je veux que s'ils doivent partir à 17h parce que il fait beau, parce que leur enfant a envie de se balader, je veux qu'ils puissent prendre ce temps-là, et en même temps, s'il y a une merde, je veux qu'ils soient sur le pont à filer un coup de main. Et je crois que ça, on l'a très bien réussi. Il y a une très belle entraide, et à tous les niveaux. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, moi, je suis un manager qui accompagne, qui est à l'écoute, je crois que je suis assez disponible, et pour tous les gens de la boîte, je veux dire que j'ai un plaisir à partager et échanger avec tout le monde. Il n'y a pas une question de hiérarchie, je m'en fous. Et à l'externe aussi, je dois te remercier, parce que moi, je t'ai posé la question de faire ça. Tu me dis, mais bien sûr, tout de suite, ça fait en une semaine. Donc, c'est gentil. Mais c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Mais voilà, tu vois, j'ai pas à leur apprendre leur métier. Je suis là pour être parfois un reflet, parfois une soupape, parfois un conseil, parfois un coach. Voilà, je les aide à réfléchir, je les aide à staffer leurs équipes, je les aide à réfléchir aux projets qui sont prioritaires, j'essaie d'avoir juste un regard extérieur et d'être là pour les épauler.
Et par rapport à toi, où est-ce que tu progresses? Alors déjà, est-ce que tu donnes un bouquin aux gens? Est-ce qu'il y a un bouquin que tu donnes plus que d'autres ou que tu pourrais proposer ou recommander? J'ai jamais lu un livre de management, ni de création de start-up, ni rien. Tu n'écoutes rien, tu lis plus... Non, d'accord, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Oui, après, l'expérience m'a appris des choses et aussi je valorise beaucoup l'expérience des autres, donc j'échange énormément avec des entrepreneurs. D'accord. Et ça, je l'ai toujours fait et je continuerai toujours à le faire parce que chaque étape, il y a quelqu'un qui l'a passé avant toi. Et pour chacune des étapes, il y a des choses à apprendre. Et donc ça, je me nourris énormément des autres, mais pas des livres ni de lecture. C'est vraiment lié à l'autre et tu vois, ça peut être, dans plein de métiers différents, dans plein de secteurs d'activité différentes, mais j'apprends beaucoup des autres et même si ça ne paraît pas, je suis quelqu'un qui suis très à l'écoute. donc en fait, c'est comme ça que j'apprends. Puis surtout, j'apprends avec mes collaborateurs. Moi, j'ai pas honte de dire quand je me suis plantée, j'ai pas honte de dire quand j'ai pas bien fait, quand voilà, ça arrive et puis tu vois, les années ont fait qu'on se connaît bien et que moi je trouve ça génial et mon but il est vraiment de les aider à grandir. J'ai pas d'attachement au titre, au reward média, je m'en fous. Le jour où je serai plus la bonne personne, par exemple, pour être CEO ou porte-parole, je l'aurais décidé bien avant tout le monde, je crois. Donc voilà, donc j'essaye un peu d'accompagner chacun, mais j'ai pas vraiment de lecture. Je crois qu'il faut se faire confiance aussi. Et en termes d'outils, techno, choses, si je devais te demander 3, 5 applis de CRM, d'écriture, de je sais pas, peu importe, il y a des choses comme ça que tu recommanderais vraiment vivement. Alors évidemment, tout le monde me parle, moi j'utilise le premier Evernote, mais j'utilise pas moi Evernote. D'accord. J'utilise Slack. On est très 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 Slack dans la boîte et en fait il y a eu un moment donné je vais faire sponsoriser ce podcast par Slack, je pense, parce que mais il y a eu un moment donné où Slack est devenu l'horreur, hein. Ça a pu tourner au cauchemar, enfin ça a failli tourner au cauchemar parce qu'il faut voir qu'on est 75 dans la boîte, on est sur 5 pays différents, plusieurs langues différentes, donc des notifs et surtout le problème de Slack c'est que tout devient urgent tout le temps, tout de suite. Oui. Et en fait, on a avec Flo qui un jour a pété un plomb, qui est notre head of support. Il m'a dit là, j'en peux plus. Ce week-end, je réorganise tout Slack et il a passé son week-end à tout réorganiser, à mettre dans les channels des intitulés, des règles, à dégager les gens de channels qui n'avaient rien à faire là, à virer les channels qui n'avaient rien à faire. Il a mis des règles et ça nous a sauvé la vie. Et en fait, maintenant, c'est devenu super efficace, super fluide, mais il y a des règles. Tu peux pas aller poster du @channel comme un idiot si t'es pas dans tel ou tel channel, ou alors voilà, tu peux passer par le message en direct. On utilise aussi beaucoup Jira de façon à ce que tu puisses avoir en parallèle l'instantanéité de Slack, mais le tracking et le niveau de priorité de Jira. D'accord. Les équipes utilisent aussi beaucoup Trello pour pouvoir tous ceux-là sont connectés. Jira, Slack, Trello. Jira, Slack, Trello, tout est connecté ensemble. Voilà. Après, quels autres types d'outils j'utilise? Attends, je vais regarder mon téléphone, comme ça je vais te dire. Alors après, je suis très Twitter, mais c'est plutôt lié à ma personne. Non, globalement, c'est tout, hein. Après, j'utilise une appli qui s'appelle Boodify pour faire de la méditation, mais là, c'est un sujet différent. Non, c'est très, très intéressant. Donc, tu médites quand? Ça peut être dans le métro, dans les transports, le soir. T'avais essayé Petit Bambou avant? Non, j'ai toujours Medify, toi. Non, Boodify, ouais. Boodify. J'ai toujours utilisé que Boodify, mais peut-être il y a d'autres choses, je n'en sais rien. Et depuis quand? Oh là là, ça fait des années que j'utilise. Et ça, c'est devenu quelque chose de ton quotidien presque, ça t'apporte... Bon, pas nécessairement quotidien, mais j'y pense régulièrement et j'aime bien. Ouais, ça permet vraiment de déconnecter, de pendant quelques minutes, peut-être presque ne plus penser à rien. Donc c'est pas mal. Et c'est dans cette approche d'entrepreneur et moi ça m'intéresse aussi de voir un peu ça, justement ce que tu fais en décompression. Ouais. Donc c'est potentiellement un peu de méditation, du sport, Alors je fais beaucoup de sport. Je fais du yoga et puis du circuit training, donc c'est du cardio, quoi. D'accord. Ça me fait beaucoup de bien. C'est une hygiène qui est vraiment importante pour moi, une discipline qui est vraiment importante parce que voilà, parfois t'es crevé et franchement t'as qu'une envie, c'est aller te coucher ou mater un film ou boire un verre avec des potes. Mais pour moi c'est vraiment important parce que ça me permet de déconnecter et ça me permet de
de vraiment avoir un moment à moi qui est sans la moindre perturbation d'outils, que ce soit le téléphone, l'ordi ou quoi que ce soit. Voilà. Après, j'ai une autre règle, c'est que je ne travaille jamais le samedi. D'accord. Jamais. Ça, et je l'ai toujours appliqué. Et le dimanche potentiellement, mais pas le samedi. Ouais, le dimanche potentiellement, mais pas le samedi, parce que le samedi, c'est le jour pour se décontracter, c'est le jour pour faire une expo, pour déjeuner en famille avec des potes, pour faire du sport, pour faire un peu de shopping. Quand tu dis tu travailles pas, parce que c'est en tant qu'entrepreneur, moi aussi, je peux essayer de faire ça, mais rien que lire tes mails, c'est travailler. T'arrives à pas lire tes mails sur ton téléphone? Je veux dire, c'est travailler, ça t'occupe l'esprit. Ouais, tu les lis, non, si, je lis mes mails. Si. Tu ne réponds pas. Voilà. Ça me fait toujours marrer pour un entrepreneur qui dit je travaille jamais le samedi, en fait il répond à 40 mails, mais c'est pas travailler. Non, mais je m'assois pas derrière mon ordi. J'ai ma réponse. Je n'ouvre jamais mon ordi le samedi. D'accord. Donc je suis pas dans cette démarche là. Après je peux checker mes mails et tout. Après mes mails ils sont très liés à l'activité hebdomadaire, de la semaine. Donc voilà. Par contre le dimanche, j'aime bien passer une petite heure ou deux à trier mes mails, et du coup le lundi je sais que je suis prête pour ma semaine. J'ai beaucoup d'organisation interne à moi-même dans la façon dont je gère par exemple mes meetings. Donc par exemple tous les lundis, toute l'équipe déjeune ensemble. D'accord. Bon, alors vu qu'on est nombreux, t'es pas forcément tout le monde au même moment en train de manger, mais on a un chef qui vient ici, qui nous fait la cuisine, et donc c'est l'occasion de déjeuner entre nous. C'est l'occasion aussi de prendre un bon pied, de démarrer la semaine du bon pied, pardon. C'est un bon pied aussi. Oui, voilà. Non, mais exactement. Ouais. De bien manger. Souvent le lundi, c'est une journée où t'es un peu stressé, où il y a beaucoup de choses. Parfois, il y a pas mal de commerçants qui sont fermés. Et ben nous, on a pris ce système-là, et qui m'est très agréable. J'essaye que plutôt le vendredi après-midi, soit une demi-journée consacrée plutôt à des rendez-vous, un peu de networking, des choses qui n'ont pas d'objectif immédiat. D'accord. Donc ça peut être parfois, des entrepreneurs que je coach, ça peut être des rencontres sur lesquelles je sais que s'il n'y a pas de rentabilité ou d'objectif immédiat, mais qui sont un peu des moments pour m'ouvrir l'esprit. Un enregistrement de podcast, exactement. C'est pour ça aussi que c'était bien pour moi que ce soit un vendredi, parce que ça me permet de souvent le vendredi, l'après-midi, je fais que ça. Ça me permet aussi de partir en week-end assez détendu, avec l'esprit, qui a pensé à d'autres choses, un peu qui me suis aéré la tête avant même de démarrer mon week-end. Voilà, donc j'ai un peu cette discipline-là. J'essaye de limiter au maximum les déjeuners pro, parce qu'en fait, je trouve ça hyper chiant. Ça prend du temps, tu manges trop gras, trop salé, c'est trop long. Très grosse rigueur. Oui, ça c'est sûr. Donc pour moi, c'est important aussi. Je fais beaucoup de choses par call. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, mais malheureusement, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et comme je me déplace beaucoup à l'international aussi, j'ai souvent des semaines qui durent en fait que 2-3 jours à Paris. Ouais. Donc j'ai besoin un peu de cette discipline-là et de cette organisation-là pour pouvoir m'y retrouver et pas être trop à l'arrache, parce que globalement aujourd'hui, je dirige 2 boîtes, Litchi et Mangopé. J'ai créé un fonds d'investissement sur lequel je m'appuie pour investir auprès des sous auprès de startups à forte croissance. Donc j'ai investi dans des boîtes comme Frishti, comme le Slip Français, comme Pumpkin. J'en ai parlé tout à l'heure sans savoir que tu étais dedans, tu vois. Tout à fait, ouais. Frishti, bravo. Donc, je suis actionnaire de ces boîtes-là. J'ai investi dans presque une quinzaine de startups maintenant. Je veux aussi pouvoir donner mon temps autant que possible auprès d'étudiants et de réseaux de femmes. Donc c'est les deux, on va dire, sujets auxquels j'ai choisi de consacrer du temps. Donc de façon bénévole, je suis la plus disponible possible pour rencontrer des réseaux de femmes, pour leur partager mon expérience, pour leur dire que c'est possible d'entreprendre, qu'en même temps c'est possible et épanouissant, et de le faire auprès d'étudiants, parce que voilà, il faut bien choisir son cheval de bataille. Voilà. Et puis il y a une petite dernière activité qui est un peu nouvelle, c'est qu'avec des copains, je me suis dit qu'il y avait rien de mieux que d'ouvrir un resto et un bar à cocktail. Super. Voilà, donc pour occuper la tranche horaire de 21h à 2h du mat, voilà, sur laquelle je m'ennuyais parce qu'il y avait pas trop d'activité sur Litchi, Mango ou mon fonds d'investissement, je me suis dit tiens, on va faire ce projet-là de faire une reprise, parce qu'on a refait une reprise sur une liquidation. Et écoute, c'est une expérience géniale. C'est ouvert ? Ouais, c'est ouvert. Ça s'appelle Ostrea, c'est 60 rue de l'Arbre Sec. D'accord. Dans le premier. Ouais. Donc c'est un petit resto d'huîtres, de produits de la mer, de fruits
de mer, de saumon fumé, de tarama. Parce que dans Paris, ça coûte souvent très cher. Super raisonnable. Donc, on a passé beaucoup de temps à sourcer directement auprès des producteurs, tu vois, des produits qui soient bons et de qualité. Et vraiment, ça me tenait à cœur. Ostrea, voilà, donc comme l'huître en latin. Et de faire un endroit qui soit joli, où on se sente bien. Et écoute, pour le moment, ça fait quelques semaines, donc c'est tout nouveau, mais les clients sont contents, reviennent, voilà. Donc c'est très chouette. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Céline en 2007, si tu avais un conseil à lui donner? Que t'as raison de pas lâcher, qu'il faut y aller, il faut se lancer et y croire, quoi. D'accord. Dernière chose, donc on te retrouve sur Twitter, c'est Céline LZ. Céline LZ. LinkedIn, on peut t'ajouter bien sûr. Un peu partout. Facebook, je suis très ouverte. Facebook, Instagram, non, tout est ouvert. Moi, j'ai pas trop de choses à cacher. J'ai une vie assez, somme toute assez classique, donc voilà. Puis surtout, pas hésiter à prendre contact si je peux filer un coup de main. Je serais ravie de le faire. Ok. Je te remercie. Je dis à tout le monde donc de m'envoyer éventuellement des questions, qu'on puisse faire éventuellement un follow-up avec toi. Bien sûr, avec plaisir. S'il y a des sujets à détailler. Voilà, j'aimerais bien ton fonds, les différentes fondations ou organisations dans lesquelles tu es investi. On en reparlera. Mais vraiment, merci beaucoup. Je reviens sur mon ouverture qui disait on n'a pas suffisamment parlé de tes échecs. Je t'en souhaite très peu, en tout cas à venir. Mais c'était passionnant. Merci Céline. Et donc à bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. 1h30 de plus, c'est toujours pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me faire vos feedbacks. Nous recevrons la semaine prochaine Ilan Abeacera, qui est le fondateur de Productive et de Illy, qui a notamment vendu plusieurs sociétés, mais notamment une en millions de dollars, et qui aussi a levé des millions de dollars pour sa société suivante, Illy, avant d'avoir on le verra, un semi-échec. Et on va rentrer vraiment bien dans les détails de tout ça. J'espère que ça vous plaira également. Voilà, donc je vous remercie d'écouter ce podcast, Génération Do It Yourself, épisode 2, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.